La semaine passée, le journal L'Équipe révélait que 9 groupes ultra français, dont la Brigade Loire du FC Nantes, feraient l'objet d'une procédure de dissolution par le ministère de l'Intérieur français. Quelle est la situation? Quels sont les récents troubles répertoriés entre supporters ultra? Pourquoi dissoudre? Quel danger pour le mouvement ultra et le football français? Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena. Bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus courte que les dernières, mais très intéressante, focalisée sur les dernières actualités du mouvement ultra en France. Je vous propose une petite réflexion et analyse sur ce qui se passe récemment dans l'actualité des tribunes françaises et notamment sur les menaces de dissolution de 9 groupes ultra de l'Hexagone. L'idée, c'est de réfléchir posément, de façon factuelle et rationnelle sur pourquoi dissoudre, qu'est-ce qu'une dissolution, sur les relations tendues entre ultra et autorité, mais aussi entre ultra, ce qui en fait incite encore davantage les pouvoirs publics à mener de front la bataille concernant les associations de supporters. C'est un sujet de vidéo un peu différent de ce que je propose d'habitude, j'espère en tout cas que cela vous plaira. Avant qu'on commence, n'oublie pas de liker cette vidéo, commente ton avis et partage cette vidéo, et puis si tu découvres l'Arena, abonne-toi, c'est gratuit, ça soutient mon travail, direction, tous ensemble, les 50 000 abonnés. Installez-vous bien confortablement, on est parti. La semaine passée, L'Équipe révélait que 9 associations de supporters ultra en France seraient sous l'objet d'une procédure de dissolution du ministère de l'Intérieur. Parmi ces groupes visés figure la Brigade Loire, groupe ultra majeur du FC Nantes fondé en 1999. Groupe incontournable de la scène ultra française, dans le top 5 des groupes ultra en France, la Brigade Loire connaît des relations tumultueuses avec la direction du FC Nantes et avec les autorités françaises depuis des années. Le 24 novembre dernier, alors que le FC Nantes est mené 2-0 contre le Havre, des dizaines d'ultras de la Brigade Loire tentent de pénétrer sur la pelouse en guise de protestation, surpassant les barrières de protection, entraînant ainsi une intervention d'urgence des CRS au bord terrain et une interruption du match de près de 30 minutes. Déjà à 0-1, les supporters canaris avaient lancé des balles de tennis et du papier toilette derrière la cage d'Alban Lafont. Des protestations récurrentes ces dernières semaines contre la Ligue de football professionnel et vues dans plusieurs stades français. Après la tentative d'intrusion nantaise et les images assez impressionnantes qui ont suivi, il s'avère ainsi que le groupe ultra de la Brigade Loire est sous le coup d'une procédure de dissolution. Et donc, comme le mentionne L'Équipe, ce n'est pas le seul concerné puisque 8 autres groupes seraient visés. Au moment où je tourne, il n'y a pas de mention officielle, mais on évoque une association de supporters lyonnaise, des fans stéphanois ou encore les ultramarines de Bordeaux. Tout cela sera bien sûr à confirmer en temps voulu. Alors avant qu'on évoque le contexte délétère en ce moment dans les tribunes en France et ce que pourrait engendrer une dissolution massive d'associations ultra, faisons un peu de droit, un peu de juridique. C'est quoi une dissolution? Il y en a de plusieurs types. Vous avez la dissolution volontaire, c'est l'autodissolution. La dissolution statutaire, c'est celle qui est prévue dans les statuts d'une association. Il y a aussi la dissolution judiciaire ou la dissolution administrative, c'est-à-dire celle qui obéit à une décision prise par exemple par décret en Conseil des ministres dans le cas d'associations dont l'objet ou le comportement des membres porte gravement atteinte à l'ordre public. Le ministère de l'Intérieur évalue ainsi les agissements, propos ou actions des membres de l'association et peut prononcer une dissolution qui pourra toujours être contestée. C'est surtout cette dernière qui nous intéresse dans le cadre des groupes ultra, parce qu'une grande majorité des groupes sont des associations, associations de loi 1901, loi de liberté. Automatiquement, quand vous êtes une association de loi 1901, vous avez ce qu'on appelle la personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité à être détenteur de droits et d'obligations. En gros, le statut d'association loi 1901 permet à une personne morale de jouir d'une capacité juridique et d'un patrimoine qui lui est propre. Ça, c'est la situation de beaucoup de groupes ultra en France. Ce sont des associations. En revanche, le groupe concerné par cette dissolution, la Brigade Loire, n'a pas la personnalité juridique car ce n'est pas une association, mais un groupement de faits, c'est-à-dire un ensemble de personnes non dotées de la personnalité juridique, mais dont il est possible de la reconnaître à certains moments. Le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France, avait détaillé dans une de ses décisions les critères pour mettre en évidence un groupement de faits. Je cite la décision numéro 460-457 de novembre 2023. Un groupement de faits est identifiable s'il dispose de comptes sur plusieurs réseaux sociaux, d'un site internet, d'un local où se réunissent ses membres,
qui s'acquittent d'une cotisation annuelle, d'un emblème et de support de communication par voie d'affiches, de stickers et de vêtements. Ça fait clairement penser à des choses que l'on retrouve dans la culture ultra et les groupes ultra en France, le local, les emblèmes, la communication, les vêtements, etc. Et donc dans le cadre d'une dissolution, dissoudre un groupement de faits, comme c'est le cas pour la Brigade Loire, c'est une procédure plus compliquée, plus longue que dissoudre une association de loi 1901. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé en 2013 les Green Angels de Saint-Étienne à se dissoudre, à dissoudre l'association, mais à perdurer comme simple groupement de faits, gage de sécurité. Voilà en gros pour le cadre général juridique, celui qui plane sur certaines associations comme la Brigade Loire, et celles dont on ne connaît pas encore l'identité précise, notamment les 8 autres. Maintenant, qu'est-ce qui pousse le ministère de l'Intérieur à déclarer un peu la guerre au groupe ultra? Alors, ça fait des années que le mouvement ultra subit une vraie répression, beaucoup de restrictions de liberté, notamment la liberté de mouvement, qui est une liberté individuelle, une liberté publique. En revanche, il y a un contexte en ce moment qui ne joue pas en faveur des ultras en France et qui, il faut le dire, incite aussi les autorités à resserrer l'étau autour des groupes ultras. Là, je vais vous livrer mon avis, ce que je fais très rarement sur la chaîne, vous le savez, mais c'est une réflexion objective et rationnelle, et je vous invite à partager la vôtre en commentaire, bien évidemment, ça lancera le débat. Vous savez que j'adore le mouvement ultra, j'adore les tribunes, sans les fans, sans ces groupes, il n'y a pas de foot, il n'y a pas ce qu'on adore dans les stades, ces bruits, ces odeurs, ces chants, ces pulsions qui nous animent, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Mais je trouve que ces derniers temps, il y a un manque de discernement chez une poignée d'ultras qui entraîne tout le mouvement dans la panade. Prenons l'exemple de ce qui se passe à Bordeaux. Depuis des mois, vous avez une guerre ouverte quasiment entre le groupe ultra historique des ultramarines et le groupe assez récent de la Northgate. Ce sont des ultras d'un même club, mais sur fond de rivalité et d'antagonisme, il y a eu à plusieurs reprises des violents affrontements ces derniers mois. Un jeune ultramarine a été passé à tabac dans un bar il y a 2 semaines et contre Saint-Brieuc, il y a 10 jours en championnat, de nouveaux affrontements aux abords du stade ont éclaté entre les deux groupes. Alors les deux camps ont scellé ce week-end un pacte de non-agression dans l'intérêt du club de Bordeaux, heureusement, mais quand même c'est vraiment une situation qui dessert la cause du mouvement ultra, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. Si on voulait donner raison aux autorités, on ferait difficilement mieux. Pareil à Lyon, début octobre, où il y a eu des affrontements entre des groupes ultra lyonnais, les Bad Guns d'un côté, le COP historique du virage nord, et le nouveau groupe 6-9 Pirates. Les médias ont évoqué la présence d'armes blanches multiples avec un homme blessé à la cuisse qui a reçu 6 coups de couteau dans le cadre d'échauffourées entre les groupes. Comme pour Bordeaux, je cherche pas à comprendre qui a commencé ou quoi, j'ai pas vécu la scène, moi je suis quelqu'un d'extérieur à tout ça, donc je prends du recul. Quoi qu'il arrive, ce que je sais, c'est qu'il y a des mecs qui vont au stade avec des couteaux. Ça c'est un fait. Et ça c'est pas du tout l'essence du mouvement ultra. Et donc d'un côté tu cries liberté pour les ultras, et à juste titre, mais de l'autre, tu te ramènes au stade avec des couteaux et tu te bats devant des familles, des enfants. C'est du grand n'importe quoi, c'est profondément hypocrite et ça pénalise tout le mouvement ultra français. Car oui, on met pas tout le monde dans le même sac, pas de généralité, il faut impérativement individualiser dans ces situations. Donc je pense aussi qu'il faut un peu balayer devant sa porte et ne pas donner la possibilité de sanctionner encore davantage le mouvement ultra. Par ailleurs, adopter ces comportements, c'est aussi gâcher tout le travail porté par exemple par l'Association nationale des supporters ou l'instance nationale du supporterisme qui travaille d'arrache-pied pour faire valoir les droits des supporters et qui tente de dialoguer avec les autorités et les pouvoirs publics. Résultat, aujourd'hui, dans ce contexte de tension, avec les souvenirs passés aussi des troubles lors de Marseille-Lyon la saison passée et la mort de Maxime, jeune supporter nantais fin 2023, eh bien on se retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et une possibilité de voir le mouvement ultra français au bord du précipice avec de multiples dissolutions. Pour autant, je suis persuadé que ces dissolutions-là seraient cataclysmiques, contre-productives, voire dangereuses pour les tribunes. Déjà, une dissolution, il faut qu'elle soit justifiée. Si la dissolution n'est pas justifiée, elle peut être bien évidemment contestée, notamment par des mesures d'urgence comme les référés liberté. Bien évidemment, la dissolution, c'est la mort de certaines tribunes, c'est la mort de certains stades, c'est une baisse d'attractivité et d'émotion énorme, enfin bref, on décapite pour faire taire les fans, et c'est à mon sens une solution dite de facilité, qui ne résout rien. C'est un peu comme les interdictions de déplacement ou les huis clos, c'est la solution de facilité. Pas de dialogue, pas de compréhension, voilà, on dissout sans chercher à individualiser, à sanctionner individuellement les sauvages et fauteurs de troubles, ou alors, si on le fait, en plus, on sanctionne collectivement. Vous le voyez bien avec les huis clos. Souvent, l'infraction dans une tribune, elle est commise par 3-4 personnes, un peu plus, mais pas par toute la tribune. Il n'empêche, ben voilà, qu'on ferme toute la tribune, un match ou plus. Dans le cadre de la tentative d'incursion des ultras de la Brigade Loire sur la pelouse, on dénombre entre 70 et 80 participants.
La Brigade Loire, c'est environ 3000 membres. Donc on a un projet de dissolution qui pourrait in fine gâcher la passion de ceux qui ne font que soutenir en tribune, au lieu peut-être de responsabiliser les 70 qui ont fait les idiots. Ça pour moi, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le groupe Ultra, l'association, est une garantie de sécurité, de stabilité et un interlocuteur pour les autorités. Si on dissout les Ultras, qui va parler à la police? Qui va parler au club, au pouvoir public? Qui va réguler la tribune, calmer ses membres ou leur donner des consignes? S'il n'y a plus de tête, s'il n'y a plus de régulation, ça peut être le chaos complet en tribune. Et petit rappel, vous le savez probablement, mais une dissolution, elle prive collectivement le groupe de venir au stade, pas individuellement. Et donc, le risque, c'est que demain, les tribunes soient peuplées de personnes n'appartenant plus à un groupe, mais agissant de leur propre chef, de leur propre fait, en tribune. Et là, le risque est, à mon sens, bien plus élevé pour la sécurité dans les stades. Olivier Laval sur X, spécialiste du mouvement ultra et ancien du milieu, disait justement dans un tweet que dissoudre des groupes ultras, c'est laisser la place aux plus extrémistes, c'est-à-dire ceux susceptibles d'engendrer encore plus de désordre et de couper tout dialogue, toute capacité d'apaisement. Et dans le cas de Bordeaux, on a bien vu que, quoi qu'on en pense de cette histoire, le groupe ultra est une structure qui peut favoriser l'apaisement. Imaginez une dissolution dans le mouvement ultra bordelais. Là, il n'y a plus de pacte de non-agression entre Northgate et UB87 qui tiennent. Il n'y a plus de garantie de sécurité. Et là, je peux vous dire que ça peut être beaucoup plus dangereux que ça n'était déjà. Qu'est-ce qui garantirait qu'en cas de dissolution de ces deux groupes bordelais, les affrontements ne reprendraient pas? Ne serait-ce pas le contraire plutôt? On peut clairement s'interroger. Et puis enfin, une dissolution généralisée de certains groupes ultra français menacerait très honnêtement la tenue du championnat. On risque d'avoir des vagues de protestations jamais vues, des débordements, des matchs interrompus ou qui ne vont pas à leur terme. Les conséquences pour le football, les fans, le spectacle, mais aussi la sécurité dans les stades seraient très néfastes. Donc pour résumer, je ne sais pas honnêtement si ces procédures de dissolution aboutiront. On verra d'ailleurs avant ça qui elles concernent. Va falloir un gros travail de dialogue des syndicats et associations de supporters pour tenter de calmer un peu les ardeurs du ministère. Je pense aussi que certains groupes ultra ont leur rôle à jouer et devraient calmer certains de leurs membres à un moment pour faire retomber la pression. Mais attention danger, parce que la situation actuelle, en fonction des évolutions prochaines qu'on peut pas trop évaluer en ce moment, je tourne un petit peu avec un flou qui arrive, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais est-ce que tout cela pourrait devenir un plan Le Prou généralisé, qui signifierait peu ou prou la fin du mouvement ultra en France, mais qui risquerait de créer beaucoup d'instabilité et de chaos dans les stades et dans le football français. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette petite réflexion autour de ce qui se passe et de ce qui se joue dans les tribunes en France en ce moment. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Est-ce que le mouvement ultra en France a un avenir pérenne? Partagez votre avis en commentaire sur cette situation, comme toujours de façon respectueuse et courtoise, notamment entre vous. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises analyses, parce que la situation est complexe, tout n'est pas blanc ou noir, et puis il faudra aussi voir quelles sont les prochaines évolutions. Est-ce qu'on aura plus d'informations révélées par les médias sur l'identité des groupes, et puis sur vraiment la volonté des pouvoirs publics et du ministère de l'Intérieur d'aller plus loin. Si la petite chronique vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, petit pouce bleu gratuit, et puis n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour ne rien manquer. Il y a encore de très gros sujets qui arrivent sur cette fin d'année 2024. Vous trouverez aussi de la lecture en description, ainsi que mes liens X, Insta et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'accueille tout le monde. Prochaine vidéo lundi prochain, d'ici là, portez-vous bien, belle semaine à toutes et à tous. Courage avant les vacances ou les congés, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao, ciao.